les hommes, les alliés pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Où sont les hommes? Le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous apporte le retour bienveillant de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Adrien Colombier qui est serial entrepreneur. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Libby, ça va très bien, merci. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté notre invitation. Pour te découvrir un peu plus, partage-nous du coup ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite entrepreneuriale? Ça a commencé très jeune, je crois déjà en primaire. Je fabriquais des machines et je faisais payer quelques centimes aux autres élèves pour jouer avec. Donc tu vois, je sais pas si je devrais raconter l'histoire, mais en tout cas, ça a commencé très jeune. Et puis après, dès l'adolescence, je codais beaucoup et j'ai commencé à faire des sites internet. Je crois que j'ai avoir vendu mon premier site à 14 ans pour une mairie. Donc voilà, et j'ai jamais arrêté ensuite en parallèle de mes études, du sport. J'ai toujours eu des projets entrepreneuriaux. Et puis après, ça s'est accéléré en partant aux États-Unis notamment. Super. Et tu parti quand aux États-Unis, précisément? Je suis parti. C'était en fait, j'ai pas fini mon école. Je faisais une école de design et de marketing. J'étais en master 1 et j'avais vraiment envie de bouger. Et j'ai envoyé 100 emails aux 100 plus grosses agences de publicité dans le monde et j'ai eu 2 réponses positives. Une en Australie, une à New York, à Moser, une agence assez légendaire dans la pub. Et Mmh. du coup, je suis parti à Moser, à New York. Et à côté, j'ai continué de travailler en freelance. Et quelques années plus tard, j'ai lancé ma propre agence digitale à New York. Ouais. Super. Et du coup, donc parle-nous du coup donc de cette agence, si tu le veux bien. Ouais, donc cette agence Flying Saucer Studio, j'ai lancé ça il y a plus de 10 ans. J'ai vendu l'année dernière. C'est une agence toujours complètement remote, télétravail. Alors bien avant Slack, tout ça. Donc il faut s'imaginer, c'était à coup de MSN Messenger et d'email à l'ancienne. Voilà, mais c'était aussi l'émergence de beaucoup de startups tech. C'était le début de WeWork à New York, donc des startups qui n'ont Mmh. pas forcément des bureaux. Donc c'était complètement OK pour ces agences-là. Et puis moi, j'avais ce côté très tech, geek, nerd qui codait, puis aussi design, puisque j'ai fait une école de design, je venais de la publicité avec quelque chose de très digital et graphique. Et donc ça n'existait pas vraiment sur le marché. Donc c'est ce qui fait que on a tout de suite pu percer, eu beaucoup de clients dans les startups, dans la tech. Et puis en quelques mois, quelques années, on était une trentaine de collaborateurs de partout dans le monde. Donc je pouvais avoir des talents du monde entier. Et tout en voyageant, je faisais beaucoup d'alpinisme et de parapente. Et donc ça me permettait de... Il y avait cette idée aussi de digital nomade qui émergeait à cette époque-là. Donc, c'était vraiment ça, du voyage, de la montagne et puis la gestion de l'agence en parallèle avec des clients en Europe et aux États-Unis. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie voilà, de te lancer justement dans cette, trajectoire, en fait? C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment toujours ça a été le suivi de mes passions. J'en fais vraiment qu'à ma tête, comme beaucoup de gens me disent. Et j'ai toujours suivi ce fil conducteur. J'avais envie de faire de l'informatique. À 8-9 ans, j'étais déjà passionné par l'informatique, par le code. À 10-11 ans, je démontais des ordinateurs. Je faisais exprès de casser Windows pour le réparer. Puis après, je suis rentré dans Linux et différents langages. Ça me passionnait. C'était vraiment quelque chose qui m'animait beaucoup. Je pouvais passer des heures et des nuits. Et puis de là, on est arrivé à Internet. C'est l'émergence d'Internet. Hein. C'était à l'époque, on achetait des CD on n'achetait pas, on avait des CD gratuits qui nous donnaient quelques heures de connexion Ouais. sur nos vieux modems, tu vois. Et donc les premiers sites Internet, voilà, c'était passionnant. Donc j'ai commencé à coder ces sites-là, et puis c'était vraiment moche, à la fois à cause de la technologie, mais aussi de ma capacité à designer. Et donc je me suis dit, bah, si tu veux avancer, continuer là-dessus, il
faut faire une école de design. Là, je suis rentré dans un nouveau monde en passant par une mana où je faisais du modèle vivant, etc. Ça m'a ouvert plein de perspectives. Et puis à côté, j'ai monté une asso et cette asso s'est transformée en entreprise. Donc ça a toujours été le suivi de mes passions, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ça a toujours été ça. Et ça, je trouve ça magnifique parce que pour la petite retracer la petite anecdote, on avait préparé, il y a quelques jours avec Adrien, l'épisode. On ne s'est jamais vus, hein, donc moi, je suis sur Paris, lui, il est du côté d'Annecy, mais ça se sent qu'en fait, tu te laisses porter, en fait. Et là, avec ce que tu décris, ça a toujours été le cas depuis que tu es tout petit. Comment, peut-être pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, comment se laisser guider comme ça? Parce qu'en fait, tu y vas sans réfléchir et tu te laisses porter, tu fonces et vraiment Mmh. sans voilà. Comment garder ce cap-là? Et puis même là, maintenant, bah, tu es adulte et tu restes, ancré pareil. Ouais, j'ai fait l'erreur, hein, de m'accrocher à certaines choses. Par exemple, l'agence, les dernières années, ça a été assez difficile et je m'accrochais parce que ça me donnait un statut, de l'argent et cetera Ouais, et j'ai eu un rappel à l'ordre assez fort. Je me suis brisé la colonne en parapente et j'ai pu waouh, récupérer, marcher et cetera et ça a été un rappel à l'ordre de me reconnecter, justement à mon intuition, à mes passions. Mais je pense que j'ai développé finalement une intolérance, alors c'est pas au gluten, ouais, mais une intolérance au désalignement, et finalement, dès que je me sens pas vraiment à ma place, dès que je me sens pas vraiment en énergie, bah, je 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 challenge ce que je suis en train de faire et j'hésite pas à faire un pas de côté. Aujourd'hui, on est tellement dans une abondance d'opportunités, de possibles en France, aux États-Unis, dans le monde avec le digital, avec le remote. Je veux dire, on ouais, est entouré d'opportunités, on est entouré de possibles. Ça peut même être, presque anxiogène. Il y a tellement de chemins possibles. Et je pense que ça vaut le coup dans ce contexte-là, de passer beaucoup de temps à explorer ce qui nous met le plus en énergie, ce qui nous passionne et de seulement suivre ça. Quitte à lâcher pas mal de choses, à dire non à plein d'opportunités, à plein de possibles, parce qu'on est dans cette abondance. Finalement, quand on est au bon endroit, et dans un chemin qui nous met en énergie, on devient imbattable. Donc ouais, l'enjeu de réussir, l'enjeu d'avancer, l'enjeu de trouver de la croissance personnelle et business, finalement, il devient beaucoup plus atteignable parce que de toute façon, on a une énergie folle. On saute du lit le matin pour faire ce qu'on a envie de faire. On est concentré toute la journée, on y ouais, pense tout le temps et donc bah, on devient forcément imbattable. Quelqu'un qui a un tout petit peu moins d'énergie parce que c'est pas forcément sa place, ne pourra pas, faire, le poids face à quelqu'un qui est passionné, qui a ce feu sacré. Et puis, il y a une notion, de magnétisme aussi. Je pense que quand tu es passionné à ce point-là, c'est quand tu es au vrai. bon endroit, bah, les opportunités, elles se génèrent encore plus parce que on veut travailler avec ce type de personnes. Moi, le premier. Et donc, forcément, bah, ça génère encore plus d'opportunités et tout s'accélère finalement. Tout à fait et c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis de ce côté d'être, aligné. Je trouve que c'est vraiment primordial et du coup, pour revenir du coup sur l'agence, on va dire que tu as vendue parce que c'est vrai que tu avais senti que justement que tu avais perdu cet alignement-là, mais tu as quand même investi plus de 10 ans de ta vie donc dans Mmh. cette boîte. Donc comment tu as bon, je pense que peut-être tu as vu ce qui s'est passé donc ça a été le déclic, mais de se dire: «Je vais quand même de me détacher d'une partie de ma vie et de le laisser continuer». Comment s'est passée la décision et puis aussi de s'assurer que la reprise, se fasse correctement également? Mmh. La difficulté, ça n'a pas été la décision. Je pense souvent on confond, la décision et la transformation qui est nécessaire pour prendre la décision. Ce qui Ouais, était dur, c'est de devenir la personne qui pouvait lâcher ça et ça a pris peut-être 2 ans et un accident de parapente mais la décision, ça a été comme ça et ça a été, allongé par terre, juste après l'accident. La deuxième chose que je me suis dit, c'est la première, c'est: «Tiens, je peux bouger le bout des doigts, le bout des orteils, c'est bon». Et ouais, la deuxième, ça a été, «Ça y est, là, tu as compris, c'est le moment, maintenant tu vends ta boîte». Donc la décision a été très rapide. Par contre, le chemin pour être prêt à la prendre, cette décision, ça a été un peu plus long.
parce que, bah, sur le papier, il y avait tous les éléments de la réussite, une agence, je gagnais bien ma vie, je travaillais 2 jours par semaine, voilà, c'était super. Sauf que ça m'animait plus du tout. Ça Mmh. m'animait plus du tout, j'étais en force, voilà, j'étais pas le feu sacré était en train de s'éteindre et ça, c'est terrible. Surtout que je suis, toujours très jeune et donc j'ai envie de faire, plein d'autres choses. Mais à cette époque-là, j'avais justement ce qui m'empêchait, c'était que j'avais réduit mon champ des possibles. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, et donc forcément, c'était terrifiant de lâcher cette boîte et il a fallu un peu de foi finalement, un peu de un saut dans le vide. Bon, je fais du parapente alors, ça a dû m'aider. Un Très saut dans le littéralement. vide et dans l'inconnu, de se dire: «Allez, vas-y, lâche, t'inquiète pas, tu arriveras à rebondir». Ce qui peut paraître évident avec le recul aujourd'hui, mais qui est pas du tout évident quand on y est. Je De dire: confirme. «Beh, vends et tu verras la suite» et finalement, beaucoup plus vite que prévu, en explorant, j'ai fait des nouvelles rencontres, j'ai découvert des nouveaux sujets qui m'ont passionné et quelques mois plus tard, bah, finalement, c'était reparti dans un chemin entrepreneurial. Il fallait reconstruire, mais j'avais tellement une énergie incroyable que c'est relativement aisé. Versus quand j'étais encore dans la boîte, j'étais fatigué, tout était en force et donc me projeter à recréer un projet était extrêmement difficile. C'est difficile dans une situation négative de se projeter, de se dire: «Ah non, mais en faisant ça, je vais être super bien et tout sera plus facile» et en fait, ça passe par là. Ça passe par un peu un acte de foi, de lâcher et de se rendre compte que non, l'énergie, elle peut revenir et que la l'étape primordiale, c'est se lâcher en premier et puis, avancer, se remettre en mode explorateur, tester des choses, avoir des nouvelles Ouais. conversations, apprendre des nouvelles, compétences et puis en fait, il va se repasser la même magie, on va tirer le fil et en tant qu'entrepreneur, on retrouvera un projet et de l'énergie pour, l'accomplir. D'accord, et pour le process de reprise du coup, Mmh. enfin de vente de l'entreprise, il s'est passé combien de temps à peu près? En 6 mois, c'était fait. Ce qui est assez marrant, c'est que ça fait des années que j'en parlais, que rien ne se faisait et à partir du moment où j'ai vraiment pris la décision, en 6 mois, c'était réglé. Donc D'accord, ma première action, ça a été d'aller sur LinkedIn et d'écrire un post très rapide, je cherche, je vais vendre Flying Saucer, si vous êtes intéressé ou quelqu'un de votre réseau. Contactez-moi et l'idée c'était d'annoncer au monde et donc de pas revenir en arrière. C'était un genre de ouais, pacte comme ça ce marque, ce c'était ce petit officiel. tatouage, tu vois? C'était un genre de petit pacte, même gros pacte avec moi-même et le monde et ça a donné plusieurs conversations hyper intéressantes, une offre d'achat et finalement c'est en discutant avec, Itro qui est, avec qui je travaillais déjà depuis 4 ans, qui m'a dit: Ouais, «Bon attends, moi, je te fais aussi une offre et finalement, voilà, on est parti ensemble parce qu'on se connaît depuis longtemps et donc ça s'est fait en toute confiance, en fluidité puisqu'on avait déjà plein de collaborations et voilà et ça marche très bien. Je suis ravi que les équipes aient pu continuer, que les clients aient trouvé du suivi donc c'est excellent. super, et du coup maintenant tu es sur, quel projet désormais? Alors c'est projet avec un S évidemment, heu Ah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc bon, le projet principal, c'est que j'ai eu un deuxième enfant, une petite fille, il y a quelques mois, donc voilà, ça Félicitations. prend pas mal d'énergie. J'en profite puisque le premier, er j'étais à fond dans l'entreprise et j'ai peut-être, moins profité de ces années-là, donc là, j'en profite vraiment. Donc ça, c'est une belle partie de mon temps. À côté de ça, j'accompagne beaucoup de dirigeants, en tant OK, que coach, on va dire, à défaut de meilleurs mots, sur, créer de la structure pour leur performance, à la fois de leur entreprise, mais d'eux-mêmes aussi. Parce que, avec ce vécu que j'ai engrangé, en fait, je peux les aider à, bah, justement reconnecter à ce feu sacré, reconnecter à leur motivation, comprendre où est passée leur énergie et arriver à transformer leur entreprise pour que ça soit vraiment un vecteur d'épanouissement, plutôt que se sentir asservis par leur boîte. Beaucoup de dirigeants que je rencontre finalement se sont construits une super, cage dorée, ouais. dans lequel ils sont prisonniers malgré que les barreaux soient dorés et ça, c'est terrible pour un entrepreneur donc je les aide à transformer ça pour, retrouver ce sacré encore une fois et puis, du retrouver une notion de jeu, d'amusement, d'exploration, de passion. Voilà donc ça, je fais ça, aussi, énormément avec l'entreprise Slow Coaching en individuel aussi
Et puis, je suis guide de moyenne montagne, donc j'amène aussi ces dirigeants Ah ouais, dehors, en montagne, faire du bivouac. On fait du coaching autour d'un feu, on fait des bains glacés, on fait du parapente, on fait plein de choses dans les montagnes autour d'Annecy. Voilà, et puis j'accompagne aussi quelques dirigeants avec l'association Second Souffle, qui aide les dirigeants bien sûr. gratuitement en difficulté. Et ça aussi, c'est super. Ça va être des PME, TPE, avec des boulangers, des charpentiers, des maçons. Et voilà, je les aide à structurer aussi, sortir des moments de crise et monter en compétences et structurer leur business pour plus de performance et de sérénité aussi. L'association que je connais très bien d'ailleurs et qu'on salue au passage. Mm. En tout cas, c'est excellent l'accompagnement que tu apportes. Est-ce que tu es sur un accompagnement, à court terme ou long terme ou tu t'adaptes? Tout dépend du besoin, en fait. OK, Chez certaines personnes, en 1 ou 2 séances, c'est réglé parce que c'est des points très précis et puis c'est peut-être un peu plus opérationnel. Et puis il y a d'autres personnes, ça peut être des programmes qui vont de 4 à 9 mois, où il y a un vrai cheminement, un vrai, travail à la fois sur soi, parce qu'en fait, dans notre entreprise, c'est seulement le miroir de qui on est. Ça, c'est clair puisqu'on est le dirigeant. Les problèmes que vous voyez dans votre entreprise, c'est un miroir, 100%. Donc, on commence par travailler sur le dirigeant. Et une fois que le dirigeant a fait ce travail-là, a mis en lumière certains comportements, certaines croyances, certains automatismes et qui veut changer ça, eh ben, je l'aide aussi à transformer au niveau plus opérationnel l'entreprise pour que ça devienne un terrain de jeu de nouveau plutôt qu'une cage dorée. d'accord, très bien. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager qui t'auraient, particulièrement, marquée? Même la plus loufoque, hein, c'est pas grave. C'est pas tellement, enfin, c'était avant mon agence et j'étais encore assez jeune. J'étais en Erasmus à Barcelone et OK, en fait, pour moi, c'est connecté avec cette idée d'exploration. Déjà, j'étais hyper surpris parce que je devais partir, on avait cette possibilité de partir en Erasmus. J'étais dans une école de design et je me suis dit que tout le monde allait faire un dossier, quoi. C'est ouais. Erasmus, tu payé pour voyager, tu as besoin de travailler 2 fois moins, pour valider ton année. Bon, et finalement, on n'a été que 2 dossiers sur les 2 places disponibles, donc c'était assez hallucinant. Ah ouais, Et quand même. ça a déjà été un premier choc, en fait, où j'ai commencé à réaliser peut-être un décalage entre, mes idées, ce que je pensais, puis peut-être que d'autres personnes faisaient. Donc, je me suis retrouvé à Barcelone. En même temps, j'ai fait un stage chez Publicis parce que j'allais quand même pas, faire qu'un seul truc à la fois. Ouais, Heu forcément. et puis, en fait, je me suis mis avec des colocataires et dont, une colocatrice qui, son oncle, travaillait, à Fred et Farid à Paris et puis, je lui ai dit: «Bah, tu peux lui envoyer un message. Moi, s'il faut, ce week-end, je monte et je vais lui parler». Me voilà 4 jours plus tard dans un avion pour Paris à la rencontre et Ah oui. derrière, j'ai enchaîné avec un travail chez Fred et Farid qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans la publicité. Et j'adore cette histoire parce que ça illustre tout mon parcours, toutes les opportunités, toutes les réussites, tous les grands moments. Je peux tirer le fil comme ça et chaque fois, c'est un moment d'exploration, un moment de lâcher prise aussi, de se dire: «Bah, oui, je vais partir en Erasmus, c'est pas grave si, je suis un peu en décalage l'année prochaine avec le reste». Oui, si j'ai l'opportunité d'aller voyager, vivre quelque chose, m'enrichir au niveau humain, je privilégie ça plutôt qu'un parcours bien cadré scolaire. Et puis, derrière, forcément, à chaque fois, il y a un effet domino. On discute avec les gens. Comme on part faire une exploration, ben, on est dans un état intérieur hyper positif. On a une super énergie. On discute avec les gens. Ça leur parle, ça les fait vibrer. Et donc là, j'ai demandé une recommandation. Elle m'a présenté avec plaisir. Elle aurait Ouais. pu dire non. Puis je suis allé à Paris, puis ça a bien matché. Et finalement, la décision de oui, je vais partir en Erasmus, ça m'a amené à un super boulot chez Fred et Farid à Paris, qui était ensuite mon pied à l'étrier pour partir aux États-Unis et travailler en freelance, etc. Et pour moi, c'est en permanence ce travail que je fais sur moi-même et avec mes clients, avec les dirigeants, c'est toujours ça, c'est retrouver cette notion de jeu, d'exploration, de lâcher et de suivre quelque chose qui nous fait vibrer, même si sur le papier, dans le mental, ça peut paraître fou ou illogique ou non rationnel ou pas optimisé. Je pense que il y a toujours un chemin là
qui est bien plus performant, au final, que ce que la logique peut nous amener à faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il est dans mon sens que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites et des apprentissages. Mmh. Quelles seraient, selon toi, on va dire peut-être l'expérience que tu as vécue qui t'a le plus appris Mmh. dans ton parcours? Bah, récemment, il y a eu la fracture du dos, clairement. Ça a été pour moi le corps, je pense que tu as des signaux de feedback, dans la Ouais. vie. Donc tu as, ton énergie, tu es un peu frustré au boulot, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, quelques mois que tu vois ton énergie, elle descend. Tu as les feedbacks, de ton entourage, peut-être tes employés, peut-être ton conjoint, ta conjointe qui te dit: «Bon, ça va? Parce qu'en ce moment quand même, tu un peu Ouais. pénible» ou ou tu vois, c'est pas très, tu pas très dispo, tu pas très fun et cetera. Et puis après, il commence à avoir des feedbacks, un peu plus, forts du corps. Je suis malade, je suis extrêmement fatigué, peut-être que je deviens extrêmement irritable, je suis malade plus régulièrement, je me casse quelque chose. Le nombre de dirigeants que j'ai qui vendent leur boîte et qui se cassent, quelque chose derrière, c'est assez hallucinant. Heu et puis après, il y a le dernier niveau de feedback qui est presque plus théologique. C'est, tu passes, bah, ça peut être un cancer, une maladie, un accident de parapente, tu te casses la colonne et cetera. Hem et ça m'a énormément appris de passer par ça et je pense que par rapport à ma personnalité, j'avais besoin de passer par un niveau de feedback aussi fort parce que j'étais Ouais. aussi très accroché à ma boîte. Et ça m'a beaucoup appris et aujourd'hui, une grosse partie de mon encore une fois, de mon travail, de mon boulot, c'est de voir ces signaux, beaucoup plus tôt. C'est comme en montagne, donc je suis guide de moyenne montagne, mais hop, de voir les signaux faibles. Tiens, la météo est en train de tourner. Mmh. Tiens, la température change. Tiens, le vent est en train de tourner également. Et donc comment je change mon itinéraire? Comment je l'adapte? Il y a quelques années, j'aurais foncé tête baissée: «C'est pas grave, on craint pas, on est costaud, un vrai warrior, un vrai Ouais. soldat, on va y arriver coûte que coûte, on continue le même itinéraire». Et ça peut passer et puis de temps en temps ça casse. Et aujourd'hui, ce que je fais dans mon travail et au quotidien, c'est être beaucoup plus souple, flexible, danser avec ce qui se passe autour de moi, avec tous les éléments que je peux pas contrôler pour arriver à prendre un chemin qui est beaucoup plus, optimisé pour prendre du plaisir et pour réussir finalement. Parce que en faisant ça, je maximise mes chances de réussite pour arriver au refuge, atteindre mon objectif. Et du coup, c'est vrai que peut-être par moment, alors sauf si je me trompe, mais Mmh mh. la barrière avec le côté aussi challenge aussi, peut-être des fois peut être fine parce que tu te dis, tu as envie de te dépasser justement, Mmh. peut-être dans le bon sens, mais au final, bah, tu t'es bah, peut-être trop surpassé. Mmh. Complètement. Il y a un concept que j'adore des États-Unis, d'un mentor américain qui parle de, high intention, low attachment. C'est-à-dire que je suis pas vraiment attaché aux résultats et à arriver, en haut de la montagne, en haut du sommet et cetera. Hem, Par contre, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai vraiment une clarté sur ce que j'ai envie de vivre Ouais, et donc peut-être que des éléments hors de mon contrôle, une tempête, une crise économique et cetera, vont faire que mon chemin, il doit évoluer, mais je garde toujours en tête ce que j'ai envie de vivre et de faire évoluer mon chemin, de danser, d'être flexible, ça me permet au contraire de vivre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement ce que j'ai envie de vivre, mon intention, plutôt que si j'étais accroché à fond à mon objectif. Parce que si mon intention, c'est de réussir à prendre du plaisir et que je force à travers une tempête et que je me casse une jambe, en fait, je perds des mois. ouais, c'est vrai. Je perds des mois parce que je suis blessé. Mais par contre, si je me dis: «Ouh là, c'est pas le bon moment, je fais une pause d'un ou 2 jours et je reprends quand les conditions sont meilleures», j'arriverai le premier. Donc ça amène plus de performance et à côté de ça, ça n'empêche pas de quand les conditions sont bonnes, d'y aller fermement, avec conviction, avec énergie et ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est d'autant plus facile qu'on sait que c'est le bon moment, qu'on n'est pas en force. Finalement, on ne gâche pas notre énergie à forcer contre, mais quand le contexte est le bon, quand la situation va bien et qu'on sent que c'est aligné, là, on y va à fond et du coup, toute notre énergie est
et au bon endroit. Il y a une notion presque de samouraï, tu vois, le coup Ouais, juste au bon moment. Et là, toute notre énergie est au service de notre réussite. Et c'est pour ça que tu peux avoir d'un côté des entrepreneurs, des dirigeants qui travaillent 70, 80, 90 heures par semaine pendant des mois, des années et qui atteignent des résultats, mais qui sont dans un certain plafond de verre et qui sont en force et qui bouffent leur santé en parallèle et qui finissent par soit un burn-out, soit retrouver un job, soit une liquidation. Et puis à côté, tu as des personnes qui ont, tu sens, une légèreté, une fluidité, qui vont travailler beaucoup moins, mais qui vont avoir ils vont faire le bon choix, le bon changement au bon moment et ça paraît presque facile pour eux. Pour moi, c'est vraiment ça, cette, histoire de relâchement et ce relâchement, ça te permet d'avoir la bonne action, de faire de prendre la bonne décision au bon moment et c'est 10 fois plus efficace que tout faire en force. oui, clairement. Si je te dis, tu te vois comment dans 5 ans? Mmh. Alors moi, c'est toujours très clair. Je pense que ça, c'est encore une fois l'intention claire et grande. Je pense que c'est une condition sine qua non à la réussite. Si tu veux, si t'as pas en montagne, si t'as pas une boussole, c'est compliqué en fait de faire des choix. Donc Ouais, mes choix au quotidien, que ce soit conscient ou inconscient, ils vont se faire par rapport à cette intention. Donc je passe beaucoup de temps avec mes rêves. Je trouve ça toujours hallucinant, le temps qu'on peut passer à choisir un appartement, une maison, une voiture et le peu de temps qu'on passe avec ses rêves. Donc ça, c'est vraiment un conseil, que je partage beaucoup, j'en parle beaucoup, c'est passer du temps avec mes rêves. Tous les soirs, avant de me coucher, je passe du temps ouais. avec, cette vision. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment je me sens? Comment je me comporte? Je suis déjà en train de me former à devenir cette personne quelque part. Et moi, ma vision, c'est vraiment des conférences avec beaucoup de personnes, plusieurs centaines, plusieurs de milliers de personnes. C'est quelque chose qui m'appelle vraiment. Ah Et super. donc, voilà, tranquillement, j'avance sur ce chemin-là. C'est cette rando-là qui prendra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais passer par ce moment-là au bout d'un moment. Ah super, ben, on a hâte en tout cas, donc de suivre tout ça. Merci. Tu as mentionné tout à l'heure, plafond la notion de plafond de verre. Mm. Quel est, si je te parle d'entrepreneuriat féminin, tu Mm. me dis quoi? J'accompagne pas mal de dirigeantes et d'entrepreneuses, et je constate des schémas, des patterns, assez récurrents et ça me touche beaucoup parce que pour moi, vraiment, ce qui m'anime, sur l'accompagnement, c'est de faire, lever les œillères, si tu veux, faire, agrandir le champ des possibles. Il y a rien qui me fait plus réagir que quelqu'un qui me dit: «Non, mais je crois pas que je peux, faire ça, construire ça, lancer ça. Je crois pas que je sois capable. Je suis pas sûr que je sens que je le mérite pas forcément» ou il y a rien qui m'anime plus, que Ouais, qu'entendre ça. Et je vois des patterns donc chez les femmes notamment sur, la valeur, sur la tarification, sur, des doutes sur, leurs capacités. C'est assez récurrent, et très souvent ça prend forme, ça prend vie, je trouve, pour les indépendants, les entrepreneuses ou solopreneuses, sur le tarif horaire. Et c'est souvent des tarifs horaires qui sont en dessous du marché ou juste, au niveau moyen, alors que c'est des entrepreneuses de talent, de qualité, avec des parcours exceptionnels ouais. et ça, c'est vraiment un truc qui me révolte, quelque part parce que je sens que c'est engrammé, c'est vraiment dans leur corps et on travaille beaucoup avec des outils d'hypnose, de PNL pour faire sauter ça, pour se donner la permission de facturer 2 fois, 3 fois plus cher et de se dire que: «Non, mais je le mérite. Je le mérite parce que ce que je fais, c'est de la qualité et je vaux ça» et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, dans les personnes, les femmes que j'accompagne. Et justement sur celle que tu accompagnes, est-ce que c'est vraiment général ou c'est un peu plus dans certains secteurs? C'est assez général. Après, je retrouve beaucoup dans la santé, dans le service, je retrouve beaucoup ça, mais quand même globalement, il y a ces patterns qui émergent. C'est pas tout le monde, mais on est à 80-90 du temps, je vois ça. Ce truc de, «Est-ce que c'est vraiment ma place?» Est-ce Ouais. que tu sais, c'est beaucoup de syndrome de l'imposteur, énormément. Alors chez les entrepreneurs de manière générale, mais c'est presque systématique chez les femmes que j'accompagne.
C'est vraiment un syndrome avec un grand S parce que même sur les personnes qu'on accompagne, enfin, c'est dommage que ça soit toujours constant, présent et Mmh. qu'il faut un peu, batailler pour vraiment, démystifier ça, en fait. C'est souvent des schémas qui sont engrammés dans toutes les micro-décisions qui font qu'on touche un plafond de verre. Parce que à partir du moment où je mérite pas ça ou je pense pas qu'un jour je pourrais gagner tant, bah, forcément je vais prendre des micro-décisions qui vont me limiter à ce niveau-là. Et donc c'est beaucoup d'actions sur le comportement, apprendre à faire autrement. Et là, on revient dans cette notion d'exploration. Il faut tester. On peut en parler pendant des heures. Au bout d'un moment, tant que tu testes pas d'envoyer un devis où tu Mmh, charges 300 balles de l'heure, 500 balles de l'heure, tant que tu testes pas, tu croiras pas que c'est possible. Et tu vas tester, tu prendras peut-être un non, tu prendras peut-être un oui, et tu vas avoir un vrai feedback du réel, de la vie. Et là, à partir de là, tu peux construire, capitaliser là-dessus. Dis, bon, si ça a été vrai une fois, ça peut être vrai deux fois, etc., etc. Et changer finalement ton monde du normal. Ton normal devient différent. ouais. Et c'est vraiment ça le travail, c'est-à-dire le plafond de verre, c'est la caractérisation de ce qui est normal pour toi. Tu vis une vie, c'est en ça que l'entreprise, c'est un miroir. Ton entreprise reflète ce qui est normal pour toi, le chiffre d'affaires qui est normal de faire. Tu vas y arriver au bout d'un moment. Oui, je sens que je suis capable de faire X milliers d'euros par an, centaines de milliers par an. Tu vas y arriver. Si tu penses pas que c'est normal et qu'un jour, c'est possible que tu en fasses des millions, beh, tu ne verras pas le chemin qui t'amène là-bas. C'est parce qu'il est pas normal pour toi. C'est une anomalie, donc on ne voit pas les anomalies. La le test marrant, c'est, tu rentres chez toi, si tu cherches tes clés et que tes clés dans ta tête, elles sont bleues et que là, pour X ou Y raison, elles sont rouges, elles peuvent être devant ton nez, tu les verras pas. Ça nous Tout arrive à tous fait. de chercher un truc, mais bon, on pense qu'il est ailleurs et en fait, on ne voit pas alors qu'il est devant notre nez. Mais c'est au quotidien dans l'entrepreneuriat. Au quotidien, on voit pas ces opportunités, ces choix, ces rencontres, ces chemins qui pourraient nous amener dans un monde complètement différent, mais on ne peut pas les voir parce que mentalement, on n'est pas prêt. Psychologiquement, on n'est pas prêt à passer ce cap. Et c'est ça tout le travail de préparation mentale que je fais avec les dirigeants. Est-ce que tu as des, alors que ça soit dans les personnes que tu accompagnes ou peut-être aussi, à travers, ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes, qui t'ont inspiré et qui peut-être qui t'inspirent encore? Alors moi, c'est beaucoup aux États-Unis. Chez les femmes, il y a, Mel Robbins que je suis beaucoup sur Insta, qui est alors je suis Tony Robbins chez les hommes et Mel Robbins, ils ont rien à voir, c'est pas du tout la même famille, mais c'est assez marrant et j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait. Elle a publié un livre récemment qui est hyper intéressant et dans son énergie, j'aime beaucoup aussi. Et puis, chez les hommes, je trouve que c'est beaucoup une énergie de warrior, tu sais? De no pain, no gain et allez, on travaille 200 heures par semaine et puis de toute façon, sortez de votre lit, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est que vous vous donnez pas les moyens. Pour moi, ça m'intéresse plus trop ça. Ouais, ce qui est très néfaste aussi d'ailleurs sur le long terme. Exactement, exactement et je pense que c'est pas une question de temps. Ça a aucune logique d'ailleurs parce que une boîte qui fait 1000 fois plus de chiffres que toi, est-ce que le dirigeant travaille 1000 fois plus d'heures que toi? Ça ne marche pas, Ouais. tu vois? C'est pas possible. On peut pas travailler si tu fais 50 heures, 50 000 heures par semaine. Donc c'est pas une question de volume, c'est une question de pertinence. C'est une question d'avoir le geste, juste au bon moment, prendre la bonne décision, voir les chemins qui s'offrent et puis en fait, on a un temps très limité. Après on prend, tu vois, moi j'ai 2 enfants maintenant, en vrai dans la journée quand je peux travailler, avoir du deep work de 4-5 heures, c'est déjà une belle journée et Mmh. puis, bah, le mercredi, je m'occupe de mon fils, donc c'est 4 jours par semaine et pas 7 jours sur 7. Alors je l'ai fait, hein, je l'ai eu fait, c'était très bien, j'ai pu lancer mon agence et cetera. OK, cool. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est nécessaire quand c'est, tu vois, 4 jours à 4 heures de deep work, ça fait 4 fois 4, 16, allez 20 heures de deep work par semaine. Ce qui est nécessaire, c'est en permanence de se poser la question: «Quelle est la meilleure utilisation de mon énergie?» Quel est le Si je dois faire, 10 mouvements, 10 actions cette semaine, c'est quoi les 10 actions qui vraiment m'avancent?
Et ça, je le vois, on travaille sur les agendas là, des entrepreneurs, les dirigeants que j'accompagne, on rentre dans leur agenda, ils passent des semaines sans vraiment toucher le cœur du sujet. En anglais, on parle de eat the frog first, manger la grenouille. C'est manger la grenouille, c'est-à-dire, tu sais, si tu as un plat, une soupe et que tu as une grenouille, si tu manges toute la soupe avant, la grenouille, tu la mangeras jamais. Donc, on commence par le truc le plus dur, tu vois. Ouais, Et toujours commencer ta journée, ta semaine par le truc le plus dur, entre guillemets, là où peut-être tu as le plus de résistance, mais sûrement ce qui a le plus d'impact pour ton entreprise. c'est vrai. Et quand on regarde les agendas, ben, je vois pendant des semaines, ça tourne autour du pot. Ah oui, mais là, il fallait que je fasse ça. Et là, La fameuse j'avais des emails, procrastination. voilà, j'avais des urgences. Mais une genre de fausse procrastination, parce qu'il y a quand même, je travaille quand même 80 heures par semaine, mais pendant 3 semaines, j'ai pas fait le truc qui va me prendre 2 heures, mais qui va me vraiment potentiellement m'amener à la prochaine étape dans ma boîte. Et ça, on se cache finalement derrière ça. Et en fait, quand tu enlèves tout ce bruit et tu dis non, moi, ma priorité, j'ai plus ces 80 heures par semaine, donc c'est de me focaliser sur les 2 heures qui vont faire vraiment la différence. Là, ça devient beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que tu enlèves beaucoup de bruit, tu enlèves beaucoup d'actions où finalement tu te caches seulement et tu vas sur ces actions-là. Et quand tu fais ça tous les jours, forcément, j'avance 10 fois plus vite que quelqu'un qui fait ça une fois toutes les 3 semaines. Donc tout ça pour dire, le côté guerrier, c'est une question de volume horaire et de volonté. J'achète plus trop. Je pense qu'à des moments, c'est nécessaire et c'est utile. Justement, quand c'est le moment que tu es au bon endroit, il faut y aller, OK. Mais c'est sur des petites périodes de temps très précises, avec une intention très forte et avec du repos derrière pour Ouais. remonter en énergie, être recapable de voir le prochain coup juste. Pour terminer, est-ce que tu as une recommandation à transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent et aux femmes entrepreneurs aussi en Mmh. particulier? Pour moi, la recommandation, c'est vraiment Jung qui parle des archétypes, qui parle du guerrier, qui parle de l'explorateur, qui parle du magicien, de la magicienne. Je pense que l'enjeu aujourd'hui dans notre société, c'est de refaire place à l'explorateur un maximum, plutôt que le guerrier ou la guerrière. Pourquoi? Parce qu'on est dans une abondance d'opportunités. On en parlait tout à l'heure avec en ligne, digital, en France, aux États-Unis, on est dans un écosystème avec des milliers d'opportunités chaque jour. Et donc l'enjeu, encore une fois, il est de trouver de la justesse, de trouver de l'alignement, d'être au bon endroit. Et donc pour ça, il faut explorer. Il faut explorer des chemins qui nous font peur, des chemins inconnus, des chemins qui semblent loufoques, des chemins à l'inverse de ce qu'on pense qui devrait marcher ou doit être vrai, d'explorer, parce que en fait, on ne perd pas de temps. Le levier, l'accélérateur qui vient d'être au bon endroit grâce à ces explorations, derrière, on réussit 100 fois plus vite. Il Ouais. faut mieux passer 10 ans, j'exagère, mais 10 ans à explorer, tester des petits boulots, des carrières, des relations, et ensuite dire: «Ah non, mais ça, mon truc, c'est exactement ça». Et une fois que j'y suis, je sais que je vais cartonner, plutôt que tout de suite s'enfermer dans un chemin avec des œillères et essayer de forcer là-dedans. Typiquement, les startups qui explosent, qui sont successful, plus de 90% du temps, c'est des gens, des fondateurs qui ont plus de 45-50 ans. Pour moi, jusqu'à 40-45 ans, c'est que de l'exploration. On n'est que en formation, en train de monter en Ouais, c'est compétences, vrai. en train de tester des choses. Et plus tu es gourmand de ça, de ces expériences, de ces explorations, plus tu es formé et tu arrives vers la quarantaine, 45 ans. Et là, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais comment le faire, tu sais les comportements, les valeurs qui t'animent. Et là, tu vas pouvoir être vraiment un samouraï qui va faire très rapidement, pouvoir se mettre en réussite et avoir les bons comportements. Pour moi, jusqu'à là, jusqu'à cet âge-là, ce cycle de vie, cette saison de vie-là, c'est de l'exploration avant tout. Super. Bah, merci beaucoup pour cette très belle recommandation. Merci à toi en tout cas pour cet échange. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, ouais, merci pour tes questions et puis, hésitez pas, je suis sur LinkedIn principalement, vous m'envoyez un petit message. Je suis toujours ravi de prendre le temps d'échanger et de discuter, peu importe la situation. Donc, voilà, hésitez pas sur LinkedIn, Adrien Colombier.
Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et regardés. Et je vous dis à un prochain épisode de notre podcast Où sont les hommes? Bonne journée à tous. Ciao. Où sont les hommes? Des alliés pour un monde nouveau.